Lucille de vous parler de ressources humaines et d'agilité. On précisera la problématique tout à l'heure. Mais en termes d'exercice imposé, d'abord la présentation de nous-mêmes. Qui sommes-nous? Alors très rapidement, en ce qui me concerne, je m'appelle Emmanuelle Pays, est écrit derrière. Je suis la DRH d'une société qui s'appelle Extia, une société qui compte aujourd'hui 1300 salariés dans un groupe qui en compte lui-même 2000 et qui est une société de conseil en ingénierie, autrement dit ESN ou SS2I, quel que soit le vocable qu'on emploie. Et donc j'ai rejoint cette société il y a 5 ans et ça m'a fait quand même reconsidérer un certain nombre de croyances et de convictions que j'avais très fortes, puisque moi toute ma carrière je l'ai fait dans les ressources humaines. Voilà. Et donc ça m'a fait également découvrir l'agilité. Et je serai accompagnée aujourd'hui par Lucille. Merci. Donc, bonjour à tous, Lucille Urquijo. Ça fait également 5 ans que je suis chez Extia et donc je suis responsable du développement RH et de la formation et j'ai découvert ce qu'était l'agilité en rejoignant Extia, donc je suis ravie de partager un peu de mon savoir avec vous aujourd'hui. Alors nous sommes partis en termes de timing pour 40-45 minutes. On va essayer de tenir en 40 minutes pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez à la fin de la présentation. Et puis si ce n'est pas le cas, bien sûr, nous serons à votre écoute une fois la session terminée. Alors autre exercice imposé, les sponsors. Donc ça c'est l'organisation. Donc vous connaissez les sponsors. Hop, hop. Merci à eux. C'est bien évidemment sans ces sponsors, ce type d'événement ne pourrait pas avoir lieu. Donc voilà. Pour revenir à la question initiale, RH et Agile, alors est-ce que c'est un duo improbable? Je ne sais pas. On va essayer aujourd'hui de répondre à la question quel est le lien, à la question suivante, quel est le lien entre les ressources humaines et l'agilité? Autrement dit, l'agilité est-elle transposable? Les principes, les méthodologies agiles sont-elles transposables à l'univers des ressources humaines? Alors pour m'aider à répondre à cette question, je vais faire appel à un illustre inconnu numéro 1. Est-ce que ce monsieur vous dit quelque chose? On le confond souvent avec Victor Hugo, c'est vrai, peut-être la barbe. Karl Marx. J'ai entendu Darwin, je n'ai même pas à vous donner l'indice. Et en effet, Darwin, rappelons-nous, nous dit que ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent, c'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Alors pourquoi faire appel à Darwin? Tout simplement parce que quand on parle de ressources humaines, et ça va être le début de mon propos, on parle d'une fonction qui a beaucoup évolué ces dernières années. Alors, pour refaire une petite histoire rapide des ressources humaines, est-ce que parmi vous, il y a d'ailleurs des professionnels des ressources humaines? C'est là, je peux dire ce que je veux. Aucun problème. Donc, y a-t-il des professionnels de l'agilité par contre? Par contre, là-dessus, je reviens à moi. Ok, donc, pour revenir aux ressources humaines, c'est une fonction qui est née dans les années 60-70 et elle est numéro 1. Est-ce que ce monsieur vous dit quelque chose? On le confond souvent avec Victor Hugo, c'est vrai, peut-être la barbe. Karl Marx. J'ai entendu Darwin, je n'ai même pas à vous donner l'indice. Et en effet, Darwin, rappelons-nous, nous dit que ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent, c'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Alors pourquoi faire appel à Darwin? Tout simplement parce que quand on parle de ressources humaines, et ça va être le début de mon propos, on parle d'une fonction qui a beaucoup évolué ces dernières années. Alors, pour refaire une petite histoire rapide des ressources humaines, est-ce que parmi vous, il y a d'ailleurs des professionnels des ressources humaines? C'est là, je peux dire ce que je veux. Aucun problème. Donc, y a-t-il des professionnels de l'agilité par contre? Par contre, là-dessus, je reviens à moi. Ok, donc, pour revenir aux ressources humaines, c'est une fonction qui est née dans les années 60-70. Et à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, alors je pense que personne dans cette salle ne travaillait dans les années 60, mais la fonction ressources humaines était dénommée, enfin le chef du personnel. On parlait de chef du personnel, d'ailleurs, pour la petite histoire, il y avait beaucoup d'anciens militaires qui occupaient cette fonction. Tout ça pour vous dire que le centre de gravité de la fonction RH à l'époque, quel était-il? C'était une fonction essentiellement administrative, disciplinaire, qui gérait de la main-d'œuvre. À l'époque, on parlait de la main-d'œuvre dans un environnement majoritairement industriel et de plein emploi. Deuxième époque, le DRH, lui, le DRH, le vocable apparaît dans les années 80-90. On commence à cette époque-là à parler de ressources humaines et non plus de main-d'œuvre. On commence à enrichir également la fonction RH avec des notions comme l'évaluation des compétences, comme la gestion de carrière qui n'existait pas du tout avant. Et puis on est également dans un contexte un peu différent.
on a eu la première crise pétrolière, et donc on commence à rationaliser un certain nombre de choses, et on ne parle plus de plein emploi. Troisième vocable qui est apparu, lui, dans les années 90, donc à la fin du XXe siècle, on parle de HR Business Partner. Alors, dans les entreprises, on entend parler, après les ressources humaines, de capital humain. D'ailleurs, c'est assez affreux comme expression, on parle de capital humain. Et donc là, fin 90, on a subi une suite de crises successives qui est assez importante. Et on va demander au RH de s'intégrer pleinement à la stratégie de l'entreprise, de recentrer ses activités sur des activités traditionnelles et donc d'externaliser un certain nombre d'autres activités. Donc c'est à cette époque-là qu'on commence à externaliser des activités comme la paye, comme le recrutement, processus qui continue aujourd'hui avec des mouvements de balancier assez importants. Autre vocable complètement différent qui lui est beaucoup plus récent, Chief Happiness Officer. Alors toutes les entreprises ne désignent pas leur DRH comme étant un Chief Happiness Officer. Est-ce qu'il y a des CHO dans la salle? Ah, alors peut-être me faire une copine ou pas, mais moi c'est un vocable qui me dérange. Pourquoi? Parce que, à mon sens, et c'est une vision très personnelle, le bonheur est une prérogative individuelle, ce n'est certainement pas un bien social, il ne se décrète pas. En revanche, ce qui est intéressant dans cette appellation, c'est qu'on voit que le centre de gravité des ressources humaines commence un petit peu à changer et qu'on s'intéresse à une notion qui s'appelle le bien-être au travail. Et le bien-être au travail, c'est assez récent, puisque dans les années 90, on parlait de risques psychosociaux et de mal-être au travail avant de chiffrer sur la notion de bien-être au travail. Donc voilà, on a une fonction RH qui évolue des activités transactionnelles à des activités de conseil, de client facing. Alors, tout ça dans un contexte qui est VUCA. Tout le monde connaît l'acronyme VUCA, j'imagine. Il est presque périmé. Qu'est-ce que ça veut dire, un environnement VUCA, quand on ramène cette problématique au monde du travail? Alors, parce que le monde du travail s'inscrit d'abord dans un contexte plus global, donc je vais vous faire grâce de reparler de crise écologique, démographique, politique. En revanche, quand on parle de travail, quand on fait un zoom sur le travail, on s'aperçoit que notre conception du travail et les formes de travail sont en train de changer de manière accélérée, sous l'angle de plusieurs influences. Donc j'aurais pu parler aujourd'hui d'ubérisation, j'aurais pu parler d'entreprises éclatées, j'aurais pu parler d'économie du travail. On sait qu'on est dans un marché très inégalitaire en termes d'emploi, avec un plein emploi côté cadre, et puis côté, pour d'autres professions, un contexte beaucoup plus difficile. Mais j'ai choisi de zoomer sur des enjeux qui me semblent essentiels, notamment, ici on a beaucoup de gens qui travaillent dans l'IT, de près ou de loin j'imagine. Alors on nous serine la tête de robotisation, de l'impact du numérique. Alors on a des articles qui nous disent que 50% des emplois vont disparaître, d'autres dans le même temps, des mêmes journaux qui nous expliquent qu'en fait, c'est pas tout à fait ça, parce que 50% d'emplois nouveaux vont apparaître dans les 10 années qui viennent. La réalité, je crois, tout bêtement, c'est qu'on n'en sait rien. On est ici dans de la prospective et on n'en sait pas grand-chose. La seule chose qu'on sait, c'est que ça évolue très vite. Et donc là, un petit exemple du Conseil d'orientation pour l'emploi qui a rendu un rapport en 2017 qui nous dit la chose suivante. La moitié des emplois vont peut-être disparaître ou apparaître, on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils vont être transformés en profondeur par l'apparition des nouvelles technologies. Donc, premier élément, cet aspect-là qui nous ramène à cette notion clé de compétence. Dans ce monde changeant, quelle est la bonne compétence? Quelles sont les compétences du XXIe siècle? Et là, il y a une phrase d'Alvin Toffler que j'aime beaucoup qui nous dit que l'illettré du XXIe siècle ne sera pas celui qui ne sait pas lire ou écrire, mais celui qui ne sait pas apprendre, désapprendre ou réapprendre. Ce qui nous amène à la première notion clé quand on parle de ressources humaines, qui est l'employabilité. L'employabilité, c'est votre capacité individuelle à acquérir et à maintenir un niveau de compétence qui va être en phase avec les besoins du marché, qui va vous permettre de trouver un emploi. Et c'est très intéressant cette notion d'employabilité, d'abord parce qu'on voit que les pouvoirs publics s'en emparent, avec des réformes sur la formation professionnelle. On sait que dans certaines entreprises, c'est un sujet, ça devrait l'être dans toutes les entreprises, mais surtout à titre individuel. Ça veut dire que moi, salarié, mon bien immatériel le plus précieux, c'est mon employabilité. Pourquoi? Parce que je vais être amenée à changer 20 fois d'emploi dans ma carrière. Je vais être amenée à avoir cette mobilité professionnelle et donc à faire évoluer
Deuxième enjeu que je voulais partager avec vous, quand on a la chance d'avoir un emploi, c'est-à-dire quand on a la chance d'être compétent pour occuper l'emploi pour lequel on est payé, encore faut-il que cet emploi nous intéresse. Et donc là, vous avez tous entendu parler de burn-out, bore-out, et maintenant on parle de brown-out ou de bullshit jobs. C'est des sujets qui nous occupent également. Autrement dit, des salariés qui se retrouvent dans des emplois dont l'absurdité est telle, ou le manque d'intérêt est tel, qu'ils en deviennent complètement déprimés. Ce qui a un impact en fait en termes sur l'entreprise, et donc ce chiffre-là, est-ce qu'il vous est familier? C'est 9%. Yes. Yes, qui a dit yes? Les personnes engagées. Absolument. On parle ici des 9% de personnes activement engagées dans leur entreprise. Alors 9% c'est peu, et c'est 3 fois moins pratiquement que les activement désengagés, puisque eux ils sont 26%. Donc quand on parle d'engagement, il faut faire attention, l'engagement n'est pas la satisfaction au travail. L'engagement, c'est la relation d'un employé à son travail en termes de sentiment de loyauté et d'appartenance. Qui n'est pas la satisfaction. Vous pouvez être satisfait de votre emploi, être très content de vos conditions de travail, mais ne pas être engagé. Donc pour moi, ces enjeux sont aujourd'hui très liés l'un à l'autre. Vous pouvez, en tant que RH, en tant que manager, avoir des gens compétents dans votre équipe. S'ils n'ont pas envie de s'investir, ça va être la même situation si vous avez des gens incompétents qui eux s'investissent. Donc employabilité et engagement, c'est très important. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que nos processus RH sont à la hauteur de ces enjeux? Alors, pour essayer de répondre, je vais commencer par un exemple emblématique qui est l'entretien annuel. Qui a déjà eu un entretien annuel dans cette salle? Levez la main, s'il vous plaît, voilà. Okay. Laissez la main levée. Qui parmi vous est sorti frustré de son entretien annuel? Laissez la main levée. On sent quelques frustrations quand même. Je vous rappelle que c'est un processus central de la politique RH. C'est quelque chose qui est censé mobiliser le salarié, qui est censé l'aider à faire un bilan de ses compétences, le projeter vers l'avenir. C'est vraiment central. Or, on en a fait de cet outil, on l'a construit de manière à en faire un des outils les plus démotivants qui soient. Ce qui est quand même paradoxal et ce qui nous pose la question de l'ensemble des politiques RH, à quel point que certaines sociétés mettent fin aux entretiens annuels. Alors en France, c'est légal, l'entretien annuel, on est obligé de le faire, mais en tout cas, ils changent la forme de cet entretien annuel. Et pas des moindres, quand je parle de société. Qui a amorcé ça? Vous savez qui a amorcé ce mouvement? On ne parle pas de sociétés qui sont connues pour leur philanthropie, on parle d'Accenture, Deloitte, Microsoft. Voilà, ces sociétés ont abandonné cet outil parce que considéré comme complètement contre-productif. Et pourquoi? Et la réponse qu'ils apportent est intéressante. Ils disent voilà, en fait, on s'aperçoit que ça ne sert pas à grand chose, parce que ce que veulent les gens en réalité, c'est de la reconnaissance et du feedback. Et c'est là où l'agilité peut nous aider en matière de ressources humaines. Si on veut être efficace. Alors, RH et agile, comment concilier, comment transposer les principes agiles aux ressources humaines? Alors, j'ai une question à vous poser, comme vous êtes tous très férus d'agilité. Est-ce que vous vous souvenez du premier principe du manifeste agile? Qu'est-ce qu'il nous dit? Absolument. Donc, les individus et leur interaction plutôt que les outils et les processus. Vous savez, quand on fait des ressources humaines, et d'ailleurs, généralement, quand on fait du management, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on a en tête systématiquement. À tel point que quand on est formé au RH, on vous apprend à faire des processus extrêmement efficaces, à appliquer ces processus. On vous parle de référentiel métier, on vous parle rarement d'interaction et de qualité de la relation. Or, c'est central dans toute politique RH qui se respecte. Et donc, pour faire une transposition entre l'agilité et les RH, j'ai retenu 3 thèmes basés sur ce principe, que vous connaissez certainement. Alors, un autre invité mystère, un peu plus difficile celui-là. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce monsieur? Vous ne l'avez pas rencontré, c'est certain. Vous l'avez peut-être lu. Socrate. Ah, 10 minutes. Socrate, presque. Aristote. Aristote, projet Aristote, ça vous dit quelque chose? Google. En effet, le projet Aristote a été lancé par Google en 2012. Vous savez à peu près ce qu'il recouvre? C'est vous, monsieur?
Absolument. En fait, Google, qui est une entreprise qui mesure tout et n'importe quoi, s'est dit, voilà, je vais identifier le pattern, c'est-à-dire le critère commun à toutes les équipes performantes. Clairement, quand ils ont lancé cette étude, ils cherchaient des choses sur le leadership. C'est ce qui les intéressait. Ils se sont dit, on va trouver des réponses, on va pouvoir dessiner le leader idéal qui engage ses équipes et les rend performantes. Vous savez ce qu'ils ont trouvé, Google, comme critère commun à toutes les équipes performantes? Ceux qui ont lu l'étude, vous vous souvenez ou pas? La sécurité psychologique. Donc en fait, ce que nous dit le projet Aristote et Google, c'est que vous ne pouvez pas engager un salarié qui... En fait, la sécurité psychologique est nécessaire pour qu'on se sente autorisé à prendre une initiative sans avoir peur de se faire rabrouer par ses collègues ou sa hiérarchie. D'accord? C'est-à-dire ce qui va mettre l'individu en mouvement, c'est cette notion clé de sécurité psychologique. Et pourquoi j'insiste là-dessus, et moi je l'ai appelé la confiance, c'est que lesquels parmi vous ont déjà suivi des formations en management? Ok. Est-ce que dans ces formations, on vous a parlé de qualité de la relation, de confiance? Pas mal, vos formateurs. Et on vous disait quoi sur le sujet? C'était bien en fait d'avoir une bonne relation avec ses salariés, tout ça? D'accord. En fait, on a tous été formés à peu près à ce modèle du command and control. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le command and control? On nous dit, voilà, vous êtes manager, vous devez fixer des objectifs, vous devez contrôler leur réalisation, vous devez être capable de déléguer, d'encadrer, de recadrer. En revanche, on ne parle pas de cette chose importante qui est la sécurité psychologique et la confiance. Et pour mettre un individu en mouvement, c'est clé aujourd'hui. Et ça s'accompagne d'une notion tout aussi importante qui est le droit à l'erreur. Vous vous rendez compte que dans une équipe, si vous ne vous sentez pas autorisé à oser et donc à faire des erreurs, il ne va pas se passer grand-chose. Il ne va pas se passer grand-chose non plus en matière d'innovation. Donc vous savez, nous chez Extia, on organise des Learning Expeditions, donc on fait venir certains de nos clients. Et on avait reçu une grande banque, dont je tairai le nom, qui, à l'écoute de cette notion qui est pour nous fondamentale dans notre manière d'envisager les choses, nous a dit que c'était un crime en fait, d'ériger le droit à l'erreur comme principe dans l'entreprise. Bon, j'ai envie de dire que les banques, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui travaillent dans les banques, en effet se trompent peut-être rarement, mais quand elles se trompent, c'est assez spectaculaire. Donc, peut-être faudrait-il mieux faire plusieurs petites erreurs plutôt que le reste. En tout cas, le droit à l'erreur, c'est complètement fondamental. Deuxième notion qui doit être inspirée de l'agilité, on parle beaucoup de responsabilisation dans l'agilité, et donc d'une notion que j'aime beaucoup qui est l'empowerment. Donc l'empowerment, j'y reviendrai, c'est cette faculté à donner plus de latitude, de pouvoir de décision et d'action à un individu dans son milieu professionnel. C'est une notion qui est née dans le social au départ, avec le microcrédit. C'est-à-dire qu'on a expliqué qu'en effet, dans des pays défavorisés, donner accès au microcrédit, ça permettait à tout un chacun de faire de franchir une étape supplémentaire dans l'émancipation. Et finalement, c'est une philosophie qui est assez peu employée dans le travail, mais qui est intéressante puisque vous avez un axiome agile assez moche qu'on emploie nous souvent, c'est celui qui fait, c'est celui qui sait. Donc dans l'agilité, c'est très important de recentrer la responsabilité sur la personne qui occupe le poste. D'autant plus que si vous vous intéressez un petit peu au modèle d'apprentissage 70-20-10, vous connaissez ce modèle ou pas? Comment est-ce qu'on apprend? C'est pas vrai? Ah bon? Bah écoutez, moi j'ai plutôt tendance à le croire, en tout cas comme tout modèle il y a des exceptions, mais ce modèle nous dit qu'on apprend à 70% on the job. Donc ça veut dire que si on n'est pas positionné en situation d'occuper, des responsabilités, ça va être compliqué de grandir en termes de compétences. Donc cette notion d'empowerment, elle est vraiment vitale. Et donc il y a des... j'ai perdu ma zapette, maintenant elle est dans ma poche. Il y a des notions sociales très intéressantes, il y a des études qui ont été faites sur l'autonomie, notamment une étude qui s'appelle la théorie de l'autodétermination de Deci and Ryan. Pour ceux qui aiment lire, je vous encourage à lire un peu leurs travaux qui sont passionnants. Et que nous disent Deci et Ryan, ils nous disent qu'en fait l'individu, pour s'épanouir,
a besoin de remplir 3 besoins psychologiques basiques. Le premier, c'est le besoin de compétence. C'est-à-dire que dans mon travail, je dois me sentir utilisé et mobiliser utilement mes capacités. D'accord ? Si je suis sous-employé ou suremployé, ça n'ira pas, souvenez-vous, bullshit jobs. Ça, c'est vital. Deuxième besoin psychologique, le besoin de relations sociales, c'est-à-dire le besoin d'interagir. Et puis, troisième besoin, le besoin d'autonomie, c'est-à-dire le sentiment de se sentir à l'origine ou à la source de ses actions. D'ailleurs, c'est lié directement, quand on parle de bien-être au travail, de risques psychosociaux, à la notion de bien-être au travail ou de stress. Est-ce que vous savez comment est le stress ? En fait, le stress naît souvent, alors il y a plusieurs modèles, hein, mais il y a un modèle qui est assez simple à comprendre. Le stress va naître du déséquilibre entre votre charge de travail ressentie et la latitude décisionnelle dont vous disposez. Autrement dit, vous avez beaucoup de responsabilités, vous pouvez influer sur votre job et vous avez quand même pas mal de pression. Vous serez moins stressé que quelqu'un qui a beaucoup moins de responsabilités mais qui n'a aucune latitude décisionnelle pour influer sur son action immédiate. Donc, l'autonomie et une autre notion dont on entend parler en ce moment, c'est le job crafting. Vous avez entendu parler de job crafting ? Donc, job crafting, comme son nom l'indique, c'est faire le travail à la main. Autrement dit, s'approprier son espace de travail et finalement l'individualiser. On est ici dans du bon sens, hein. Je pense que le job crafting, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est qu'on ait besoin de théoriser, qu'on ait besoin de mettre un nom sur cette pratique, alors que ça s'est fait tout le temps, ce qui illustre quand même un mouvement de fond. Et donc l'idée ici, c'est de sortir de la fiche de poste. C'est pour ça que nous, RH, on est assez secoués, parce qu'on a été élevés, rappelez-vous, au processus, au référentiel métier. Donc là, l'idée, c'est comment est-ce que je vais sortir de ma fiche de poste. Troisième notion, confiance, empowerment et amélioration continue. Donc ça, c'est assez central, je pense, dans toutes les politiques RH, cette notion de feedback qui revient. D'abord, pour ceux d'entre vous qui ont fait un petit peu de conduite du changement, vous êtes, j'imagine, tous assez convaincus que la vieille méthode top-down, hein, on définit un plan de conduite du changement, puis on déroule de haut en bas, ne marche pas, tout simplement parce que le changement, ça peut être comparé à un virus, ça doit être de la contagion positive. Parce qu'en réalité, à part les early adopters, c'est-à-dire ceux qui ont déjà pré-booké l'iPhone qui a été présenté la semaine dernière, tous les autres, moi y compris, on n'aime pas trop le changement. On n'aime pas trop le changement parce qu'on voit immédiatement, quand on nous parle de changement, ce qu'on va perdre, mais on ne perçoit pas tout de suite ce qu'on va gagner. Et la seule façon de percevoir ce qu'on va gagner, c'est de l'essayer. C'est bien pour ça qu'en agilité, ce qui est intéressant, et ça doit être transposé à toutes les problématiques organisationnelles, on est dans le test and learn, on fait des POC, des future teams, et c'est ça qui marche, hein. C'est des pilotes, c'est par exemple le feedback, vous allez petit à petit convaincre tout le monde de changer, et c'est là aussi que c'est intéressant de s'inspirer des pratiques agiles quand on fait du management ou du conseil organisationnel. À titre individuel, quand on parle de feedback, nous chez Extia, on a développé une notion qu'on appelle le continuum carrière. Pour reprendre l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de l'entretien annuel. Donc pour ceux d'entre vous qui sont sortis frustrés de l'entretien annuel, une des sources de frustration, hein, hormis la problématique de reconnaissance, ça va être de dire, quand votre manager vous fait un feedback en disant tiens, il y a 6 mois en réunion, là, je pense que tu es arrivé pas préparé, ou que ta prise de parole était un peu hésitante. Bon bref, tous les feedbacks qu'on vous fait sur l'amélioration continue, si on vous les fait 6 mois après, si vous êtes un individu doué de bon sens, ce que je pense, même sans vous connaître, vous allez vous dire mais pourquoi tu as attendu 6 mois pour me le dire en fait? Si tu veux me mettre en situation de réussir, il ne faut pas avoir des boucles de feedback trop longues. Ça c'est du bon sens, mais jusqu'à présent, les ressources humaines en majorité, en tout cas le management des ressources humaines se gère de cette façon-là. On vous fait des feedbacks tous les 6 mois ou tous les ans. Donc nous, ce qu'on essaie de faire chez Extia, c'est de créer des matrices de soutien autour des collaborateurs. Donc chaque collaborateur, nous on a une société de service, hein, c'est-à-dire 85% de mes salariés sont chez nos clients. Donc avec la distance, il devient très important de créer cette matrice de soutien et de faire en sorte que chaque collaborateur ait en contact possible 3 personnes différentes, chez nous c'est le modèle, et surtout qu'on ait des boucles de feedback extrêmement rapides pour pouvoir gérer ces irritants du quotidien
et ne pas attendre que les petits cailloux dans la chaussure s'accumulent et que là, la relation soit rompue. Donc c'est ça, et ça c'est un mouvement de fond qui touche les ressources humaines aujourd'hui, c'est le fait de passer de processus d'évaluation fragmentés et discontinus à des processus continus ou longitudinaux. Ça on le voit dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Je vous donnais des exemples de Deloitte, etc. Donc eux ils sont maintenant dans des feedbacks tous les 15 jours, tous les mois, des fois c'est un peu trop d'ailleurs. Il y a beaucoup d'applications qui se créent, de startups qui sont dans ce créneau-là, de gérer et donner du feedback. Donc tout ça pour vous dire qu'en ressources humaines, on est passé d'une approche qui était très orientée sur la performance à une approche qui est orientée aujourd'hui sur l'expérience salariée. Et vous me direz, c'est pas trop tôt, hein, parce que quand même les gens qui ont fait du marketing, ils ont compris il y a très très longtemps que leurs clients, c'était leur produit principal et que l'expérience client, c'était essentiel. Bon, dans les ressources humaines, on s'y met petit à petit, mais on n'avait jamais été formé à l'idée de se dire, voilà, moi mon boulot, c'est de faire en sorte que l'expérience salariée se passe le mieux possible. Donc ça, c'est central dans la problématique RH. Donc, pour ça, pour revenir à ce que je disais au début, comment se servir de ces leviers d'engagement et d'employabilité pour offrir une expérience positive à nos salariés. Donc l'exemple d'Extia, Extia, je vous l'ai dit rapidement, 2000 personnes, c'est un groupe de 2000 personnes, Extia en compte 1300, croissance extrêmement rapide, c'est-à-dire que quand j'ai rejoint Extia fin 2014, nous étions 650, donc on a plus que doublé de taille, et donc l'agilité pour nous, ça a été vraiment une réponse organisationnelle, parce qu'en impliquant la majorité des parties prenantes dans le projet collectif, on a pu avancer plus vite. Donc on le met en pratique depuis 4 ou 5 ans maintenant, et quand on parle d'expérience positive, dans notre secteur d'activité, pour ceux d'entre vous qui connaissent ce secteur, il y a une rotation très importante, donc autrement dit turnover, parce qu'employabilité maximale, il manque 20 000 ingénieurs par an en France, donc ça veut dire que c'est des secteurs dans lesquels il y a une mobilité professionnelle très accrue. Donc nous, notre postulat, ça a été très rapidement de dire, plutôt que miser sur la durée de la relation, ce que font à peu près 80% des entreprises en termes de politique RH. Ce qu'on va vous vendre, c'est inscrivez-vous dans la durée, projetez-vous avec nous. Aujourd'hui, on sait d'abord que les nouvelles générations qui composent 30% des workforce dans les entreprises ne sont plus du tout sensibles à ce type de fonction. Et puis, prenez un discours qui vous incite à rester, mais pourquoi faire en fait? Je vais rester si justement j'évolue, si en termes d'employabilité, on me permet d'avancer. Donc nous, notre postulat, c'est qu'on mise sur la durée, sur la qualité de l'expérience plutôt que sur la durée. Et donc on a 3 piliers que Lucille va développer par des exemples concrets. Le premier, c'est d'abord qui, ensuite quoi? Ça, c'est la philosophie d'Extia. Nous, on s'appuie, on va de plus en plus vers une gestion RH de la singularité. C'est-à-dire que la gestion collective, on référençait le métier aux fiches de poste, vous l'aurez compris, ça fait quand même un petit peu long fou. Donc maintenant, comment est-ce qu'on le transpose dans les très grandes entreprises? Ça, c'est plus compliqué. Mais chez Extia, on part de l'individu, on va s'appuyer sur ses appétences, ses compétences pour construire son projet professionnel avec lui. Ce qui donne quoi concrètement? Une logique intrapreneuriale très assumée. C'est-à-dire que toutes les créations d'offres d'agences régionales, chez vous, c'est le fruit d'une initiative individuelle. C'est pas un business plan qu'on a fait avec un banquier, c'est une personne. C'est Jérémy qui nous a dit, tiens, j'ai un projet, je veux m'installer à Barcelone, comment est-ce qu'on peut construire ce projet ensemble? Deuxième pilier, l'entreprise apprenante. Donc, moi je pense que vous l'aurez compris, l'employabilité c'est clé. Donc chez Extia, en fait, notre philosophie elle est assez simple. Tout moment doit être une opportunité d'apprendre et de progresser. C'est-à-dire qu'on a des formations qui sont ouvertes à tous dans la seule limite des places disponibles. Toutes les semaines, on a des sessions de formation sur nos sites. Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas ces formations? C'est-à-dire pourquoi on n'est pas prescripteur de ces formations? C'est que moi je considère qu'à partir du moment où si vous, coach agile, vous avez envie de vous intéresser aux nouvelles normes comptables, peut-être que vous en tirerez un enseignement utile par la suite. En tout cas, vous êtes dans cette logique et cette posture d'apprenance. Donc nous, Extia, vraiment, on essaie de multiplier les canaux pour positionner les gens dans cette culture d'apprenance. Et aujourd'hui, on a un taux d'accès à la formation de 60%, ce qui, quand on connaît les secteurs, est quand même à peu près 2 fois supérieur à la moyenne des autres. Troisième élément qui est clé chez nous, Great Place to Work. Donc ça, c'est dans notre ADN. L'entreprise a été créée en 2007 sur le postulat que
le bien-être générait de la performance. En 2007, on ne parlait pas de bien-être au travail, on parlait de suicide et de risques psychosociaux, malheureusement. Donc, ça a été inscrit dès le départ dans la création d'entreprise. Donc, on participe, en l'occurrence, à une enquête qui s'appelle Great Place to Work. Il y en a d'autres aujourd'hui qui existent. Et on figure donc au palmarès de cette enquête depuis 2012. On est deuxième cette année des entreprises de plus de 500 salariés. Mais au-delà de la médaille en chocolat, qui nous fait toujours très plaisir et qui nous sert bien en termes de marque employeur, on ne va pas se le cacher, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est ici dans cette démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire que l'enquête Great Place to Work, c'est 68 questions qu'on mesure et qu'on remesure pour pouvoir gérer et mettre en place un dispositif. Donc voilà sur l'expérience positive. Et donc, on va essayer de vous donner maintenant quelques exemples concrets. Lucille va vous donner ça tout au long de la vie du salarié. Merci Emmanuel. Alors oui, je vais maintenant tâcher de vous donner quelques exemples concrets. Donc on a vu, pratique RH et agilité, l'agilité peut nous aider. Donc on a réfléchi en fait à 4 étapes clés dans l'expérience salariée. Donc là, expérience salariée, je parle d'un écosystème élargi, puisque l'expérience salariée ne va pas s'arrêter simplement au contrat de travail, mais peut commencer avant avec l'expérience candidat, je pense qu'on en a déjà entendu parler. L'expérience salariée, mais on a aussi l'expérience client, l'expérience alumni quand on quitte l'entreprise, donc on est vraiment dans un écosystème élargi. Et à travers 4 étapes fondamentales de la vie d'un salarié, comment est-ce que l'agilité peut nous aider? Alors, on va commencer par l'entretien d'embauche et le process recrutement. 3 qualités, 3 défauts, on vous rappellera. Bon, en termes d'expérience positive, on a connu mieux. Alors, pourquoi c'est important de faire vivre cette expérience positive dès le début? Parce que, comme les chiffres nous l'indiquent, 92% des candidats qui sont déçus de leur expérience en entretien vont en parler à leur entourage. Parce que 78% de ces candidats vont décliner une offre d'emploi s'ils ne sont pas satisfaits de leur expérience candidat. Un candidat sur 5 va poster sur les réseaux sociaux sa mauvaise expérience. Et là, on ne parle pas d'un candidat, mais de centaines et centaines. Pour vous donner un exemple, chez Extia, à peu près pour 1000 candidats rencontrés, on va en recruter 100. Donc l'impact est vraiment énorme et en tant que RH, on va vraiment soigner cette expérience candidat. Donc si on va un peu sur Internet, il y a plein de pratiques qui sont mises en avant, les serious games ou les jeux sérieux, gamifier l'expérience des entretiens. Et en fait, moi, ce que j'ai envie, c'est de vous partager une pratique qu'on a mis en place dans notre agence lilloise cette année. Donc, on vous l'a dit, d'abord puis ensuite quoi. Donc, d'abord, on s'intéresse à la personnalité pour ensuite proposer un projet qui correspond à notre individu. Pourquoi pas l'appliquer également aux entretiens. Donc, nos recruteurs lillois ont mis en place une nouvelle UX candidat, où finalement, en tant que candidat, je peux choisir 3 types d'entretiens. Quand j'arrive dans l'agence lilloise, un entretien classique, un entretien basé sur les Moving Motivators, où là, on va vraiment, à travers un jeu de cartes, donc les Moving Motivators créés par le Management 3.0, on va se servir de ces leviers de motivation des candidats pour poursuivre l'échange, faire l'entretien de recrutement. Donc c'est une approche un petit peu différente. Et troisième possibilité, ça va être de dessiner son parcours, dessiner son CV, Draw My CV. Et donc là, j'ai pris un exemple d'une candidate qui finalement a rejoint Extia, donc qui est devenue consultante, qui a partagé sur les réseaux sociaux son entretien, où elle a pu, elle est douée en dessin, elle a pu donc dessiner son parcours. Et elle a mis un petit truc sympa, chouette entretien chez Extia, et on a vu pas mal de réactions, 230 likes, 32 commentaires. Donc là, en fait, les candidats deviennent vraiment un prescripteur pour notre société, et il convient de soigner, j'en suis en tout cas convaincue, cette expérience salariée. Alors, on poursuit l'aventure de notre salarié, ça y est, il est chez Extia ou dans n'importe quelle entreprise. Les premiers jours. On le sait, la première impression est cruciale, on se rappelle tous de notre première fois, quelle qu'elle soit. Et donc, son premier jour en entreprise n'échappe pas à la règle. On se rappelle de notre première journée, la veille, on a un petit peu mal au ventre, on se dit avec qui on a mangé, est-ce que je vais avoir mon PC prêt, des questions assez triviales mais qui sont vraiment importantes si on en croit le rapport Aristote, avec ce besoin de sécurité physique et psychologique. Les chiffres nous le confirment, donc 86% des nouveaux engagés vont prendre leur décision de rester ou de quitter l'entreprise dans les 6 premiers mois.
65% des salariés qui ont été embauchés vont finalement continuer à consulter des offres d'emploi au bout de 91 jours. Et on a quand même 4% des salariés qui quittent leur poste après leur premier jour. Donc il faut soigner son onboarding. Et chez Exia, on a vraiment investi à fond sur l'onboarding. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus après. Donc on peut mettre des choses en place très claires. Donc petit déjeuner, déjeuner avec sa team, s'assurer que le PC est prêt, etc. Donc ça, c'est des choses assez simples à mettre en place. Et nous, on s'est aidé du digital pour cet onboarding, sachant que, bon, vous l'avez compris, les interactions, c'est très important pour nous. Donc, on s'est simplement aidé du digital pour la partie onboarding, où on a utilisé Bidis, qui est une application à la base de mobile learning. Nous, on l'a utilisé pour l'onboarding, pour que très rapidement, les nouveaux Extiens puissent s'approprier la culture d'entreprise, des chiffres clés, et ont tout un parcours pour aller rencontrer les différentes équipes et donc s'approprier rapidement les différents enjeux et pouvoir se présenter. Donc voilà, un autre exemple où le principe agile, les interactions d'abord et les processus ensuite, peut s'illustrer ici. Alors, ensuite, le continuum carrière, Emmanuelle en a parlé. Je ne vais pas revenir dessus, mais elle a parlé du feedback, elle a parlé de notre rôle en tant qu'entreprise de maintenir l'employabilité de nos salariés. Je vais passer directement aux exemples Extia. Alors, là, on s'est vraiment beaucoup aidé des principes agiles. Chez Extia, on mesure tout et on demande et on fait des feedbacks sur tout. Pourquoi? Parce que grâce à ces mesures, à cette mesure, à ces feedbacks, on arrive à être dans cette démarche d'amélioration continue, et ce qui, si j'ai bien compris, va être clé dans un projet agile. Et donc quand je dis on mesure tout et on fait des feedbacks sur tout, donc on a parlé de l'enquête Great Place to Work, qui pour nous est un baromètre d'entreprise qui nous permet de recueillir l'avis de nos employés, donc c'est une fois par an, le triple suivi avec des échanges réguliers avec les managers et les RH. Tous les mois, on va aussi demander demander à nos salariés comment ils se sentent sur leur travail, sur leur mission. Donc ce feedback à répétition nous permet de nous améliorer en continu et puis de détecter ces petits irritants du quotidien. Et ce qui m'avait vraiment étonnée moi, quand j'ai rejoint Extia, c'est que en fait, ce sont les salariés qui notent leur manager. En fait, le salarié va dire, va noter son manager sur le suivi qu'il a, sur l'intérêt de sa mission, sur les soirées qui sont proposées. Et ça m'avait vraiment étonnée quand j'avais rejoint Extia. Donc, boucle de feedback en continu, on mesure tout. Pour vous donner un exemple, donc moi qui travaille sur le sujet de la formation, quand j'ai rejoint Extia il y a 5 ans, nos salariés étaient vraiment peu satisfaits de l'offre de formation. Ils avaient remonté sur l'enquête Great Place to Work. Donc on s'est dit, ok, que peut-on faire? Et donc finalement, on s'est dit, on va directement poser la question à nos salariés. Et on leur a envoyé une grande enquête, on leur a dit, comment vous avez envie d'apprendre, qu'est-ce que vous voulez apprendre, aidez-nous. Et on a récupéré les résultats de l'enquête et finalement, on a co-construit notre offre de formation grâce à tous les feedbacks des salariés. Et on a gagné 25 points de satisfaction en 3 ans. Et aujourd'hui, on a 60% de nos salariés qui sont formés. Donc en fait, on essaie vraiment chez Extia de demander à celui qui sait, c'est celui qui fait. Et donc dans toute démarche qu'on met en place, on s'appuie vraiment sur nos salariés. Pareil, on a mis en place un SIRH et en fait, on n'a pas à nous créer solo, on a demandé à nos salariés ce qu'ils voulaient trouver dans ce SIRH. Donc voilà quelques exemples qui pour moi montrent que l'agilité peut sacrément nous aider. Et enfin, donc, le dernier point, ça va être la fin de l'aventure. Donc j'ai parlé en début d'intervention de l'expérience positive. L'expérience positive et l'expérience salariée peut continuer une fois que les salariés quittent notre entreprise. Donc là je fais référence au réseau des alumni. C'est de plus en plus courant et en France on commence à s'intéresser à ce sujet. Mais c'est pourtant clé. Et voilà, donc, nous aussi on commence à s'intéresser à ce sujet. Et là je voulais vous partager quelque chose qu'on a mis en place tout récemment. Donc on a créé un réseau d'alumni. Et les alumni en fait, peuvent déjà avoir des informations à peu près tous les trimestres sur que devient Extia, quelles sont nos nouvelles opportunités professionnelles, peuvent participer aussi à nos événements, peuvent participer à notre formation. Donc voilà, l'expérience positive, l'expérience salariée, pour nous, elle s'arrête
pas à la fin du contrat de travail, au contraire, elle se poursuit et tout comme un candidat est un prescripteur, un alumni est aussi un prescripteur et donc il convient de le chouchouter. Voilà, je crois que moi j'ai terminé. Je vais repasser la parole à Emmanuel. Donc ça c'est notre super équipe, on a copié les pitchers agiles. Sur la marinière. Bon voilà, c'est compliqué en 45 minutes, en 40 minutes d'essayer de rapprocher ces deux notions aussi vastes et larges que la RH et l'agilité. En tout cas, j'espère que vous aurez perçu nos convictions sur le sujet. Moi, je pense que les ressources humaines ont tout intérêt aujourd'hui à s'inspirer des pratiques agiles, tout simplement parce qu'il y a une notion qui me paraît essentielle, c'est de remettre l'individu au centre du jeu, un certain nombre de dispositifs, et l'agilité, par des moyens très simples et souvent remplis de bon sens, peut nous aider à le faire. Donc voilà, en tout cas, nous, on porte vraiment cette conviction-là au quotidien. Et rajouter que tout ça, ce n'est pas le monde des bisounours. Hein. C'est-à-dire que souvent, on oppose efficacité, esthétisme et efficacité en disant oui, mais comment est-ce que ça marche, que ça coûte pas plus d'argent, plus de temps, etc. Bon, moi, je crois que c'est vraiment un faux problème. En tout cas, si je prends l'exemple d'Extia, nous, en termes de performance financière, on n'a pas du tout à rougir. L'essentiel dans tous nos dispositifs RH, Lucie vous l'a dit, c'est qu'on les co-construit avec nos salariés. Bien sûr, on est amené à prendre des décisions, ça c'est évident, mais c'est vraiment dans cet esprit de co-construction. Et surtout, on reste très humble, c'est-à-dire qu'on fait des erreurs, tout n'est pas parfait, mais on continue d'essayer, on ne s'interdit jamais d'essayer de nouveaux dispositifs. Donc ça c'est clé, et c'est là-dessus que je voulais terminer. Et il nous reste 5 minutes pour des questions, si vous en avez. Merci pour votre attention.